Dans le plus ancien parc naturel du monde, le Yellowstone aux États-Unis, le spectacle est incomparable. Depuis toujours, les affrontements s'y déroulent dans un équilibre fragile. Mais aujourd'hui, cette harmonie est menacée et les majestueux cerfs du Yellowstone disparaissent. Qui sont donc les coupables? Les loups, réintroduits il y a 20 ans, au moment même où le phénomène a débuté? Les grizzlies, qui sont aussi de redoutables prédateurs? Ou s'agit-il de quelque chose de plus insidieux? Pour les chercheurs engagés dans la résolution de cette énigme, il y a urgence. Dans cette mystérieuse affaire de disparition, pour dresser la liste des suspects, il faut commencer par étudier les victimes. Il y a encore une vingtaine d'années, les cerfs et laves prospéraient sur ces terres. On en dénombrait près de 20 000. Mais aujourd'hui, il en reste moins du quart. Des biologistes, spécialistes de la faune sauvage, doivent surveiller les déplacements des hardes et la santé de leurs membres. Pour cela, l'hélicoptère est le moyen le plus rapide de capturer des informateurs. La méthode peut sembler brutale, mais les chercheurs savent d'expérience que c'est la moins traumatisante. Ils se dépêchent d'immobiliser les animaux afin de prélever les échantillons nécessaires. Une fois la femelle immobilisée, Arthur Middleton lui prélève un peu de sang. Cela lui permettra de déceler d'éventuels signes de maladie, de sous-alimentation ou de stress, et de savoir si elle est en gestation. Puis l'animal est équipé d'un collier GPS qui transmettra sa position toutes les 3 à 5 heures. L'équipe s'efforce de capturer et de relâcher les cerfs en moins de 8 minutes et n'utilise pas d'anesthésiant. Ayant maintenant rejoint les rangs des informateurs, la biche recouvre sa liberté. Elle ne se doute pas de la quantité d'informations essentielles qu'elle va fournir à Arthur Middleton et son équipe, et de l'aide qu'elle pourra leur apporter dans la recherche du tueur. Les suspects sont nombreux, mais le premier auquel tout le monde pense, c'est le loup. Longtemps absent de l'écosystème du Grand Yellowstone, le loup a été réintroduit il y a une vingtaine d'années. Or, c'est à ce moment que le nombre de cerfs a commencé à chuter. La coïncidence est troublante. Mais avant d'accuser ce redoutable carnivore, il faut des preuves. Considérés autrefois comme des animaux nuisibles, les loups ont été systématiquement éliminés dès la création du parc en 1872. Dans les années 20, les loups avaient tous été exterminés et le parc pouvait s'ouvrir aux touristes. You've just entered Yellowstone National Park. You're a mile and a half above sea level, and the air is clear and invigorating. All around us is the evidence of the park's volcanic origin. All the flowers and forests and mountains are reserved for you. Le parc national de Yellowstone se trouve dans le Wyoming, à cheval sur les montagnes rocheuses du nord de l'Amérique. C'est le cœur de l'écosystème du Grand Yellowstone qui s'étend sur près de 8 millions d'hectares, soit environ 2 fois la Belgique. Une fois les loups disparus, la nature semblait intacte, mais l'équilibre était rompu. La population de cerfs a explosé
détruisant peu à peu l'écosystème du Yellowstone. En 1995, 70 ans après l'abattage du dernier loup, la direction du parc a donc pris une mesure radicale. Elle a fait venir toute une meute de loups du Canada et les a relâchés. Les loups ont été réintroduits au milieu des années 90 et biologiquement parlant, ça a été une formidable réussite. Leur nombre a augmenté très rapidement et ils ont prospéré bien au-delà des limites du parc, dans la région environnante. Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Les chasseurs étaient en concurrence avec le loup pour le gibier et les fermiers qui craignaient pour leur bétail prédisaient une catastrophe. Les loups ont fait exactement ce que les biologistes du parc attendaient d'eux. Ils se sont mis à chasser activement les cerfs et l'AF, réduisant leur nombre et améliorant de ce fait l'état de santé des troupeaux. Mais 20 ans plus tard, les chiffres semblaient donner raison à leurs détracteurs. La population de cervidés avait chuté de 80%. Les quelques dizaines de loups introduits étant devenus des centaines, les opposants aux loups faisaient pression pour les éradiquer de nouveau. Le statut d'espèce protégée du loup était de plus en plus menacé. Ça signifiait que les tirs de prélèvement pourraient être autorisés et que le public pourrait de nouveau chasser le loup. Il fallait agir vite. Mais réautoriser la chasse au loup, c'était risquer de perturber à nouveau l'équilibre proie-prédateur du Yellowstone. C'est à cette époque que le jeune biologiste Arthur Middleton a été envoyé sur place pour déterminer si le loup, ce suprême prédateur, n'était pas devenu responsable de l'extinction des cerfs. Je suis venu ici pour répondre à une question que se posaient de nombreux habitants de la région et de nombreux scientifiques, à savoir, la présence des loups pouvait-elle effrayer les cerfs au point qu'ils maigrissent, stressent et ne parviennent plus à se reproduire? Je suis donc venu sur le terrain pour observer les cerfs. Passer de longs et rigoureux hivers à surveiller les troupeaux du Yellowstone, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais pour Arthur Middleton, qui a jusque-là passé sa vie à étudier le loup, c'est une toute nouvelle expérience. Contrairement à ce que je pensais, les cerfs ne sont pas très actifs et ils n'ont sûrement pas affaire aux loups aussi souvent que ça. Ils passent leur journée à fouiller la neige pour se nourrir. C'est vrai qu'ils n'ont absolument pas l'air stressés. Lorsqu'ils sont à une distance confortable des loups, ils les regardent à peine. Et les résultats des analyses de sang confirment ce qu'Arthur Middleton observe sur le terrain. Les femelles sont en excellente santé et plus de 70% d'entre elles sont en gestation. Si le stress peut parfois empêcher la reproduction et provoquer des fausses couches, ce n'est visiblement pas le problème ici. Mais un autre élément est troublant. Les femelles sont plus âgées que la normale. Seules quelques-unes ont moins de 9 ans, alors que l'espérance de vie des cerfs dépasse rarement les 15 ans. Non seulement la harde diminue en nombre, mais elle vieillit. Cet hiver, les animaux semblent en bonne santé et détendus. Ils n'ont ni maladie ni parasites. Ils sont vieux, tout simplement. Il doit donc se passer quelque chose à un moment ou à un autre de l'année qui entraîne la mort des plus jeunes. Le printemps arrive et avec lui commencent les grandes migrations des herbivores en quête de meilleurs pâturages. De nombreux cerfs équipés d'un collier quittent ainsi leur habitat d'hiver pour gagner les hautes plaines du parc où les attend une herbe grasse. Ils y seront juste à temps pour la saison des naissances. L'un des événements majeurs de cette période de l'année, c'est la migration des grands herbivores. Le cerf et l'AF, l'élan, l'antilope d'Amérique, le cerf à queue noire, le mouflon d'Amérique. Des dizaines de milliers d'animaux se dirigent vers leur habitat d'été, près du centre du parc de Yellowstone. Et parmi eux, les cerfs et l'AF sont les plus nombreux. Les routes migratoires des grands troupeaux de cerfs ont été établies à partir des données émises par les colliers GPS.
La harde la plus en danger est indiquée en rouge sur la carte. Elle se déplace du sud-est vers l'intérieur du parc, où elle s'établit sur les pourtours du lac de Yellowstone. Le soleil dessèche déjà les prairies des basses plaines, mais sur le plateau, la végétation est encore abondante. Imaginez que vous soyez obligé de manger de l'herbe pour vivre. Imaginez que vous pesiez 225 kilos et que vous deviez vous sustenter rien qu'avec de l'herbe. C'est sans doute l'aliment le moins adapté au monde. Au cours de leur lente migration vers l'intérieur du parc, les cerfs traversent différents territoires de loups. Arthur Middleton les suit de près et il constate là encore que les rencontres avec les prédateurs sont extrêmement rares et que les loups s'alimentent le plus souvent de charognes. Ces observations sont importantes, car les migrations constituent une source de nourriture pour la plupart des prédateurs et des charognards auxquels on s'intéresse. À l'aide de son logiciel de localisation, Arthur Middleton suit en permanence les déplacements des cerfs et des loups. Et pour lui, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Lorsqu'un animal ne se déplace plus depuis plusieurs jours, il sait qu'il n'est plus en vie. Le chercheur doit découvrir au plus vite la cause du déclin de la population de cerfs, car le braconnage des loups a déjà commencé. En mai, le troupeau a atteint le plateau au cœur du parc. L'herbe grasse et la douceur des températures annoncent la nouvelle saison et un événement extraordinaire. Au coucher du soleil, de nombreuses femelles s'éloignent discrètement de la harde. Elles se préparent à mettre au monde leurs petits et à affronter de nouvelles difficultés. Le jour se lève, et comme chaque année, le miracle se produit. En l'espace d'une nuit, le parc de Yellowstone devient une immense pouponnière. Les fans tiennent sur leurs pattes en quelques heures, mais ils ne pourront pas suivre le troupeau avant une quinzaine de jours. En attendant, les mères les surveillent de près. Les petits sont presque tous en bonne santé. Et leur nombre indique clairement que la gestation des femelles n'a pas été affectée par la présence des loups. Des loups qui pourraient en profiter pour attaquer les nouveau-nés. Il y a des proies jeunes et fragiles un peu partout. Mais les loups sont bien occupés avec leurs propres petits. Ce sont des parents dévoués, et la meute tout entière se mobilise pour nourrir les louveteaux. Des familles d'ours sont sorties d'hibernation. Les mères n'ont pas mangé depuis des mois. Au printemps, l'abondance de proies vulnérables est telle que même les charognards s'attaquent aux cibles vivantes. Les prédateurs doivent cependant être prudents dans leur choix. Les jeunes bisons ont beau sembler faciles à attraper, ils ont déjà rejoint le troupeau et sont protégés par des géants. Les tout jeunes cerfs, en revanche, sont plus petits et n'ont pas encore trouvé refuge au sein de la harde. Leurs mères sont elles aussi extrêmement protectrices, mais elles peuvent commettre des erreurs. Cette biche sait que l'eau la met à l'abri de presque tous les prédateurs, mais le petit n'est pas de taille à résister à la violence du courant.
L'erreur de sa mère risque de lui coûter cher, car les loups sont à l'affût. La mère comprend rapidement qu'elle n'aurait pas dû laisser son petit seul sur l'autre rive. Elle se hâte de le rejoindre. Heureusement, le loup n'avait pas encore flairé sa présence. Les faons, des cerfs et des antilopes d'Amérique ont un avantage remarquable pour déjouer efficacement leurs prédateurs. Ils ne dégagent presque aucune odeur et même le loup, qui a pourtant le nez fin, ne parvient pas à les repérer. C'est un formidable moyen de défense. Pendant que le faon reste couché pour se fondre dans le paysage, la mère peut se déplacer et se nourrir sans trahir la présence de son petit. Voici comment peut réagir une biche dont le faon est menacé. Si les loups s'approchent dangereusement près, elle ira au-devant d'eux et les attirera loin de l'endroit où se cache son petit. Elle sait qu'elle est assez rapide pour se mettre à l'abri dans l'eau. Et assez courageuse pour les tenir à distance. Les cerfs sont des animaux très évolués. Même lorsque des loups pointent leur nez, ils réussissent à s'enfuir ou à leur à faire face. Ils évaluent leur degré de vulnérabilité. J'ai 5 ans, je suis au mieux de ma forme, mes pattes sont solides, je n'ai rien à craindre. Quelques mois plus tard, le chercheur décide de recompter les faons. Et cette fois, le résultat est alarmant. On s'attend à avoir autant de faons que de biches à la fin de l'été. Quelques mois après la naissance, on compte les petits, et s'il y en a moins qu'au début de l'été, c'est donc pendant cette période que les petits sont décimés. À la fin de l'été, seul un tiers des faons a survécu. Arthur Middleton doit réévaluer la situation. Durant l'hiver, les femelles étaient en bonne condition physique. La plupart d'entre elles étaient en gestation et ne montraient aucun signe de stress provoqué par les loups. Certes, le troupeau est vieux, mais elles n'ont pas fait de fausses couches et les petits sont nés en bonne santé. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à disparaître. Et les loups, d'après les observations, en tuent assez peu et ne semblent pas suivre les hardes non plus. Même si le déclin de la population de cerfs coïncide avec la réintroduction des loups, il ne semble pas exister de lien entre les deux. Et il est de moins en moins probable que ces derniers soient à incriminer. Les loups ne sont que l'un des 5 prédateurs, 6 en comptant l'homme, qui mangent du cerf. Et ils n'ont pas autant décimé les hardes qu'on le disait. Bref, après avoir passé beaucoup de temps à essayer de voir quelque chose qui ne se passait pas, il fallait que je découvre ce qui se passait. Quels sont les autres suspects ? Dans la mesure où il est interdit de chasser à l'intérieur du parc et que d'autres prédateurs comme le puma et le glouton sont rares, les ours sont les seconds sur la liste. Il en existe de 2 sortes à Yellowstone, l'ours noir et le grizzly. L'un des deux est-il responsable de la disparition des cerfs ? Les loups mangent des cerfs, c'est sûr, mais les grizzlies sont particulièrement doués pour dénicher les nouveau-nés.
Ils sillonnent le terrain comme des chiens de chasse. Ils repèrent leur odeur, les attrapent et les mangent. Tout ça se passe dans les premières semaines qui suivent la naissance des petits, quand ils ne savent pas encore bien courir. Voilà comment meurent la plupart des faons victimes de prédation. Ce petit qui vient d'être tué par un grizzly est encore protégé par sa mère. Les grizzlies ont le meilleur odorat de tous les prédateurs du parc de Yellowstone. Même si les faons ne dégagent pratiquement aucune odeur, dans les hautes herbes, ils sont les seuls à pouvoir les flairer. La biche tente d'éloigner l'ours du cadavre de son petit. Mais elle est impuissante face à cet animal énorme. Les ours sont-ils responsables de la disparition des cerfs ? Dans ce cas, comment expliquer qu'ils se soient mis à les chasser en si grand nombre ? Pour la direction du parc, il est temps d'élargir le champ d'investigation et de faire appel à des spécialistes des ours. Frank Van Manen et ses collègues connaissent les ours et grizzlies de la région mieux que personne. Les grizzlies sont les animaux emblématiques de cet écosystème. Ils sont très puissants. Quand on traverse leur habitat, on sait que nous ne sommes pas les créatures les plus puissantes du coin. On en éprouve un sentiment d'humilité assez agréable. Si on parvient à cohabiter avec ce genre d'animaux, on aura avancé d'un grand pas. Ces chercheurs ne pénètrent jamais seuls sur le territoire des grizzlies. Répartis par équipe, ils vérifient les pièges qu'ils ont spécialement mis au point. Ces derniers sont d'une étonnante simplicité. Un fil de fer barbelé est tendu à faible hauteur autour d'un point où on verse un mélange de sang d'animaux. Aucun grizzly n'y résiste. Les pointes du fil de fer arrachent de petites touffes de poils qui seront analysées et des caméras filment la scène. Ces images montrent une famille de 3 ours qui est venue sur les lieux il y a tout juste 24 heures. Comme prévu, ils ont laissé de précieux échantillons qui serviront aux analyses ADN. Les chercheurs espèrent pouvoir identifier tous les grizzlies du parc afin de les suivre à la trace et d'étudier leurs habitudes alimentaires. On peut obtenir beaucoup d'informations grâce à ces pièges à fourrure, car on récolte des échantillons d'ADN, on relève des empreintes génétiques. On peut identifier chaque individu et cela révèle des informations très intéressantes. Une fois l'identification terminée, les scientifiques peuvent commencer à suivre les déplacements des grizzlies à la recherche de nourriture, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc. Et l'analyse des excréments leur indique très exactement de quoi ils se nourrissent. Les grizzlies se répartissent sur environ 50 000 km². Et au terme de la loi américaine sur les espèces en danger, ils sont classés parmi les populations menacées. Notre mission, comme équipe de recherche, est d'aider leur population à se rétablir. Mais pour savoir si les grizzlies sont responsables de l'hécatombe des cerfs durant leur migration, les pièges à fourrure ne suffisent pas. La solution du mystère passe nécessairement par le recrutement d'informateurs chez les ours aussi. 492, ok, on le repose. Ce spécimen a été capturé et endormi. Il aura droit à un examen médical complet, puis sera équipé d'un collier GPS. Il est mesuré, pesé, et on lui prélève un peu de sang.
La localisation par GPS indique des déplacements à la mi-journée sur une dizaine de kilomètres, voire plus, dans de nombreuses zones très fréquentées par l'homme. Or, jamais personne n'a dit avoir vu cet ours. Personne ne savait qu'il avait traversé la région en évitant les routes, les gens, les motos, les voitures. C'est fascinant de voir comment ces animaux parviennent à se déplacer sans se faire repérer. Les données fournies par l'écolier confirment ce que les chercheurs soupçonnaient. En animaux intelligents, les ours sont trop heureux de profiter des raccourcis créés par l'homme. Les couloirs dégagés pour le passage des lignes électriques sont pour eux autant d'autoroutes et un moyen idéal de parcourir des distances importantes sans être vus. Quant aux poteaux téléphoniques, ils leur servent à se gratter et à laisser des traces chimiques pour d'autres congénères. Ah, là, on a un cerf. Et voilà. Quant aux nouvelles sur l'état de santé de la population d'ours, elles sont excellentes. Toutes nos analyses démographiques montrent que leur population a augmenté de 4 à 7% par an de 1983 à 2000 environ. Depuis, cette croissance est un peu ralentie. Mais rien n'indique un déclin, c'est clair. Leur population est donc en bien meilleure forme que dans les années 1970. Ceci pourrait-il expliquer la disparition des cerfs du Yellowstone ? Étant donné la hausse constante de leur population depuis 30 ans, les grizzlies ne pourraient-ils pas être nos tueurs de faim ? L'appétit cumulé d'un nombre bien plus élevé de prédateurs a forcément un impact négatif sur la survie des cervidés, notamment des plus jeunes. Mais il y a un problème. Le plus fort déclin du troupeau de cerfs et laves s'est produit au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire sur une période où la population de grizzlies se stabilisait. Accuser un seul prédateur devient de plus en plus difficile, et le profil de notre tueur en série potentiel se brouille. Lorsque des ours et des loups se disputent la charogne d'un faon, les premiers l'emportent presque toujours. Mais ce n'est pas un cadavre déchiqueté par les mâchoires de différents animaux qui va aider les chercheurs à identifier le coupable. D'autre part, cela ne signifie pas nécessairement que les ours sont exclusivement carnivores et se nourrissent principalement de cerfs. L'analyse de leurs poils et de leurs excréments prouve justement le contraire. On a découvert que leur régime était incroyablement diversifié. Les grizzlies consomment 266 sortes différentes d'organismes. Plantes, mammifères, poissons, insectes. La variété est extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont classés parmi les omnivores opportunistes. Après 3 à 5 mois d'hibernation, les grizzlies mangent même de la terre, peut-être pour remettre en route leur système digestif. Il est possible aussi que le potassium et le magnésium les aident à se débarrasser des parasites qui leur donnent la diarrhée. Et bien sûr, ils ont également besoin de protéines et de graisses. Des nutriments que fournit en quantité étonnante une proie minuscule qui se cache dans de drôles d'endroits. Durant les mois d'été, souvent suivis de près par leurs petits, les grizzlies se hissent jusqu'à plus de 2700 mètres d'altitude pour atteindre des éboulis instables. Ils sont à la recherche de toutes petites réserves de graisse qui s'abritent du soleil brûlant sous les pierres. Ces papillons nocturnes viennent ici dans les Rocheuses pour trouver un abri ombragé où se reproduire et passer l'été. Ils en profitent pour se gaver du nectar des nombreuses fleurs des prairies alpines. Un grizzly peut avaler quelques 40 000 de ces papillons nocturnes par jour, soit 20 000 calories.
Mais il arrive que des chutes de pierres viennent interrompre le festin. Le régime des grizzlies est très riche et les résultats des analyses chimiques révèlent une grande variété alimentaire. On trouve des différences de régime entre individus. Ils ne se nourrissent pas tous exactement de la même façon. On trouve des différences selon le lieu où vit chacun dans l'écosystème et aussi dans le temps. Un animal peut s'alimenter très différemment d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, voire d'une année à l'autre. Étant donné la diversité du choix à leur disposition, pourquoi les grizzlies s'acharneraient-ils à chasser les jeunes faons? Un mets important de leur menu viendrait-il à manquer? Pour se faire une idée complète de leur régime alimentaire et collecter des indices essentiels à la résolution de notre mystère, Frank Van Manen étudie les forêts de pins à écorce blanche. À cette époque de l'année, les écureuils roux se préparent pour le long hiver. Les ours, ces petits malins, le savent bien. Pendant que les rongeurs s'empressent de ramasser et de stocker des pignons en les enfouissant sous terre, les plantigrades se contentent de patienter. Puis le moment venu, ils déterrent les précieuses graines riches en calories et s'en régalent. Le pin à écorce blanche fournit un aliment important aux grizzlies. Ils se nourrissent de ces gros pignons pleins de protéines et de graisses à l'automne. Ça constitue donc une autre source de nourriture disponible à une époque cruciale de l'année, puisque les grizzlies se préparent à hiberner. Malheureusement, les forêts de pins sont en train de disparaître. 72% des grands arbres sont morts, dont beaucoup ont été tués par un coléoptère vorace qui prospère grâce au réchauffement climatique. Le pin à écorce blanche a connu une forte mortalité pour diverses raisons. On assiste à un important déclin de cette espèce à l'intérieur même de l'écosystème du Grand Yellowstone. Cependant, les grizzlies se nourrissent de pignons uniquement en automne, avant d'hiberner, et pas au printemps, saison à laquelle les faons disparaissent. Ils ne sont donc sans doute pas responsables de la mort des faons, mais le déclin de cet arbre est un indice important car il révèle comment les animaux réagissent à la réduction d'une source de nourriture. On a prouvé qu'ils exploitaient moins l'habitat du pin à écorce blanche, ce qui est en soi une réaction. En revanche, ni leur domaine vital ni leur déplacement n'ont augmenté. Au contraire, il semble qu'ils trouvent de nouvelles sources de nourriture à l'intérieur même de leur domaine habituel. Conclusion, lorsqu'ils sont confrontés à une crise alimentaire, les ours ne changent pas de site d'approvisionnement, mais de source de nourriture. La question qui se pose demeure. Quelque chose a-t-il disparu du menu printemps-été qui oblige les grizzlies à compenser? Notamment ceux qui croisent la route des cerfs lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur du parc, juste au moment des naissances. La réponse est oui. Les échantillons de poils prélevés par Frank Van Manen autour du lac de Yellowstone révèlent que les ours ne mangent plus les poissons qui abondaient et figuraient pourtant en bonne place dans leur régime printanier. Les ours vivant près du lac de Yellowstone se nourrissaient pour une bonne part de truites locales, appelées truites fardées, mais cette part a considérablement diminué. Les analyses confirment que leur consommation a en effet chuté de plus de 70%. Et depuis une dizaine d'années, il ne fait plus de doute que le lac de Yellowstone a subi un terrible bouleversement. Robert Greswell, de l'Institut géologique américain, connaît mieux que personne les différentes espèces de poissons qu'il abrite. Et il a été le témoin d'une véritable catastrophe écologique.
Dans les années 60, des milliers de personnes venaient pêcher au Fishing Bridge. Et l'endroit était dangereux. En 1969, je travaillais ici et je me souviens qu'on ne pouvait pas traverser le pont avec les vitres baissées parce qu'on risquait d'être accroché par la ligne d'un pêcheur. La pêche est désormais interdite. Mais même si elle ne l'était pas, attraper une truite fardée de Yellowstone relèverait du miracle. C'est au cours de la dernière période glaciaire que se sont formées les chutes infranchissables de Lower Falls. La truite fardée s'est alors retrouvée isolée du reste de l'espèce et a donné naissance à un écosystème florissant. Depuis des millénaires, à la fin du printemps, ces truites remontent par millions les affluents du lac pour frayer. Comme tous les membres de la famille des salmonidés, elles vivent et se reproduisent dans des eaux peu profondes, ce qui en fait des proies faciles. Pas seulement pour un ours affamé. La truite fardée de Yellowstone joue un rôle considérable dans cet écosystème, car elle est un élément clé de la chaîne alimentaire. On estime à 42 le nombre d'espèces animales qui, à un moment donné de leur vie, se nourrissent de truites fardées de Yellowstone. Les poissons frais de fin mai à début juin, exactement au moment où, au sortir de l'hibernation, les grizzlies ont désespérément besoin de protéines. Mais ces dernières années, quelque chose a dû changer car ces images de balbuzards et d'ours pêchant dans les eaux du lac appartiennent désormais au passé. Les grizzlies ne mangent plus autant de truites fardées qu'avant. Todd Keul, un spécialiste de la faune sauvage du service des parcs nationaux, surveille depuis des années la population de truites fardées de Yellowstone. Aujourd'hui, il emmène un de ses fils à Clear Creek, une zone de frai où il a installé une station de comptage. Les changements y sont effrayants. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé ici, au lac de Yellowstone, il y avait encore des milliers de truites fardées qui remontaient les cours d'eau pour frayer au printemps. À l'époque, on voyait passer les balbuzards avec des truites dans leurs serres. C'était très courant. Mais après, chaque année, quand on revenait pour effectuer le comptage des poissons, on constatait que leur nombre diminuait. Je passe beaucoup de temps ici et pourtant, ça fait des années que je n'ai plus vu un seul balbuzard dans le lac de Yellowstone. Les chiffres confirment la terrible vérité. Il y a 20 ans, 50 000 truites fardées de Yellowstone venaient frayer à Clear Creek. En 2014, elles n'étaient plus qu'une centaine. Robert Greswell avait vu venir la catastrophe. En 1994, un garde forestier est venu me voir. Il avait une truite de lac dans les mains et il m'a dit « Ce poisson m'a été apporté par des pêcheurs du lac de Yellowstone. » C'est comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. La truite de lac n'est pas une espèce indigène du lac de Yellowstone. Et c'est un prédateur redoutable. C'est l'équivalent d'un loup qui évoluerait dans un milieu, l'eau, où il n'a rien à faire. La truite de lac d'Amérique est une espèce invasive et immense, bien plus grande que la truite fardée qui, elle, est endémique.
et elle a un appétit insatiable. Un seul de ces poissons peut avaler plus de 40 truites fardées par an. Résultat, ces dernières sont désormais menacées d'extinction. Dans d'autres endroits où la truite de lac a été introduite, les espèces locales ont parfois complètement disparu. Donc quand la truite de lac a été découverte dans les eaux du Yellowstone il y a 20 ans, ça nous a alarmés parce qu'on savait ce qui s'était produit ailleurs. Mais quel est le lien avec la disparition des cerfs du Yellowstone? Pourquoi les grizzlies ne se seraient-ils pas rabattus sur cette truite de lac? Les chercheurs n'ont jamais été aussi près de la réponse à cette question, et donc de la clé du mystère. Il a fallu enquêter jusque dans les profondeurs du lac de Yellowstone pour comprendre. Les truites de lac vivent et se reproduisent en eau profonde et ne remontent jamais les cours d'eau. Elles sont inaccessibles. Les aigles d'Amérique, les balbuzards et les ours ne peuvent donc pas les attraper. Les chercheurs touchent au but. Si les grizzlies, au sortir de l'hibernation, découvrent que leur source de graisse et de protéines la plus riche et la plus facilement accessible a disparu, que font-ils? Ils ne migrent pas en quête d'autres poissons. Les études biologiques l'ont montré. Ils s'adaptent et trouvent une nouvelle ressource alimentaire calorique sur la terre ferme. Et que font les grizzlies à la fin du printemps, lorsque le poisson n'est pas au rendez-vous? Ils s'attaquent aux cerfs qui ont gagné les prairies luxuriantes pour mettre bas. Ils choisissent les proies les plus faciles, les faons qui viennent de naître. C'est ainsi que les hardes vieillissantes voient leur population s'effondrer. Depuis cette découverte, la direction du parc fait prélever du lac l'espèce invasive. De grands filets adaptés à la taille et au comportement de la truite de lac sont déployés en eau profonde. Leur maillage a été calculé pour que les truites fardées puissent s'échapper sans se blesser. Des dizaines de milliers de truites invasives ont ainsi été capturées chaque année dans le lac de Yellowstone. Pourtant, le nombre de truites fardées continue de chuter. En 2007, des scientifiques se réunissent dans l'espoir d'éviter la catastrophe. Le comité s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la poursuite du programme de capture. Il a même recommandé au service du parc de le renforcer. On a obtenu de plus gros bateaux, plus de filets et des équipes plus importantes. C'est une lutte à grande échelle, agressive même, qui s'est engagée contre la truite de lac. Les chercheurs doivent maintenant comprendre d'où viennent ces poissons. Pour cela, ils prélèvent les osselets des oreilles des truites les plus grosses et les plus âgées. L'analyse au microscope de l'oreille interne révèle des anneaux de croissance, semblables aux cernes des arbres, qui indiquent l'âge et la provenance des truites de lac. On a découvert une modification de la signature chimique. Les anneaux les plus anciens avaient une signature semblable à celle du lac Lewis, ce qui signifie que les truites de lac y sont nées et y ont vécu au début de leur vie et qu'à un moment donné, apparemment, elles ont été transférées dans le lac de Yellowstone. Aucune rivière ne reliant les deux lacs, les truites invasives n'ont pas pu arriver ici toutes seules. Par ailleurs, leur signature chimique montre qu'elles ont été introduites au milieu des années 80. Personne ne sait ni par qui, ni pourquoi. Peut-être par des pêcheurs sportifs amateurs de grosses prises ? En fait, il faut remonter encore plus loin. Il y a plus d'un siècle,
c'est la Commission américaine de la pêche qui a introduit les truites de lac dans le lac Lewis. La commission de la pêche y a vu l'occasion de commencer à peupler ces eaux non poissonneuses. À l'époque, on disait planter des poissons. C'est aussi comme ça que les truites de lac ont été introduites dans le parc national de Yellowstone. Jusqu'à présent, plus d'1 million de truites invasives ont été capturées et tuées. Et pourtant, la bataille est loin d'être gagnée. Le temps presse. C'est tout un écosystème qui est menacé. La disparition de la truite fardée se répercute sur toute la chaîne alimentaire du parc. Les biologistes doivent mettre en œuvre un plan plus audacieux. Robert Gresswell et son équipe décident alors d'équiper de très grands spécimens de truites de lac d'un émetteur GPS et de les suivre jusqu'à leurs aires de frai. « 4, 5, 6, 7, on y est. » Une fois qu'on saura où les truites fraient dans le lac de Yellowstone, on pourra les étudier pendant la saison de ponte. Après 1 an de traque, les chercheurs découvrent l'une des principales zones de frai des truites invasives au large de Carrington Island. Les petits poissons qui viennent d'éclore sont invisibles, bien cachés entre les pierres. Pour les déloger, un robot de plongée spécialement conçu pour cet usage envoie de faibles décharges électriques. Tu en as vu? Non, c'en est pas un. Décharge. Ces millions de jeunes poissons, une fois adultes, dévoreront tout sur leur passage, sans qu'ils n'aient eux-mêmes à craindre aucun prédateur naturel. Ces recherches sont d'une importance capitale, car toutes les données que nous avions venaient des grands lacs au nord-est du pays, où il y a bien plus de prédateurs d'œufs et de larves de truites de lac. Si on a tellement sous-estimé le danger potentiel que représentait la truite de lac pour la truite fardée, c'est parce que l'on ne savait pas qu'elle se développerait aussi vite. Les poissons survivent bien mieux ici, dans le lac de Yellowstone, parce qu'ils n'ont aucun prédateur. Maintenant que les scientifiques ont localisé la principale aire de frai, ils vont pouvoir employer les grands moyens. Ils envoient des décharges électriques pour cette fois tuer les jeunes truites de lac avant qu'elles ne deviennent trop grandes et ne dévorent leurs cousines, les truites fardées. Je n'ai rien contre les truites de lac. C'est juste malheureux qu'elles aient été introduites dans cet écosystème et qu'elles l'aient bouleversé. Mais il y a des chances que la truite fardée retrouve sa place, j'en suis convaincu. Ce ne sera pas exactement le même écosystème, mais je crois que ça peut y ressembler. Et il y a effectivement des raisons d'espérer. Depuis 2 ans, le nombre des poissons invasifs diminue doucement pour la première fois. En 2015, pour la première fois, le nombre de cerfs du Yellowstone a augmenté de manière significative. Certes, on est encore très loin des chiffres d'il y a 20 ans, mais les troupeaux s'agrandissent. Et la population de truites de lac ne cessant de diminuer, les truites fardées pourront retourner frayer dans les nombreux affluents du lac. Une chose cependant est sûre. Au final, dans cette mystérieuse affaire, aucun prédateur n'est plus coupable que l'être humain. Il reste à espérer que grâce à ces interventions, le Yellowstone, le plus ancien parc naturel du monde, retrouve progressivement son équilibre
et redeviennent le sanctuaire d'une nature exceptionnelle.